Je suis Ouria Poshian et je vais modérer la table ronde d'aujourd'hui intitulée Combler le fossé du leadership arménien dans le monde. La table ronde d'aujourd'hui aborde une question cruciale. Comment mieux connecter les leaders d'Arménie et de la diaspora à travers les générations et les secteurs pour un leadership arménien mondial unifié et efficace? Nous discuterons de l'origine de ces écarts, de la manière dont ils se manifestent concrètement et, surtout, de ce qui peut être fait pour les combler. Se rassembler est un commencement. Rester unis, c'est progresser. Travailler ensemble, c'est réussir. Je voudrais vous présenter nos intervenants. Hovig Shnorokian. Hovig est le fondateur de Diaspora Arm, une organisation à but non lucratif qui vise à mettre au jour les ressources de la diaspora. Hovig est un entrepreneur, designer, concepteur et stratège de la diaspora franco-arménien. Il est né à Beyrouth, au Liban. Alek Bagdasaryan est un entrepreneur et leader communautaire américano-arménien basé à Los Angeles, spécialisé dans l'intégration de systèmes d'entreprise, le soutien à l'éducation, la philanthropie et le développement communautaire. Il est né à Téhéran, en Iran, Aras Khodabakhshian. Aras est un leader en technologie et produits d'origine iranienne et arménienne, basé à Los Angeles, avec une formation en génie électrique et un doctorat en gestion des opérations et des technologies. Elle est spécialisée en stratégie, produits, analyse et croissance à travers le conseil et les plateformes numériques. Vahan Zanoyan. Vahan est un Américain d'origine arménienne de renom dont la carrière couvre l'économie, la sécurité nationale, la géopolitique énergétique, la littérature, le plaidoyer et le leadership intellectuel dans le discours politique et social arménien. Merci à tous d'être présents. Nous sommes tous réunis ici car nous partageons la même préoccupation. Je suis venu sans prétention pour échanger des idées, présenter des propositions et surtout pour vous écouter, afin d'enrichir ces idées ensemble et clarifier comment nous pouvons avancer. Hier, quelqu'un m'a demandé « Quel est votre sujet ? Est-ce d'aider l'Arménie ou de discuter de la situation de la diaspora ?» C'est pourquoi j'ai élargi le sujet pour inclure le manque de leadership dans le monde arménien. Pour moi, il est essentiel que l'idéologie de l'identité nationale s'ancre véritablement en nous, peu importe à quel point nous pouvons être différents en termes de culture, de coutumes et d'origine. D'abord, je veux expliquer ce que j'entends par leadership. Quand nous parlons d'un leader, en particulier du leadership national, nous entendons quelqu'un qui a une vision et des objectifs à long terme. Pas quelqu'un qui ne voit que les problèmes d'aujourd'hui et s'inquiète des enjeux actuels, mais quelqu'un qui voit où nous serons dans 50 ans. Et pour y parvenir, ce leader doit gagner la confiance du peuple, unir les différents segments de la nation et créer les outils et mécanismes nécessaires pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, je vais parler de 3 écarts. Premièrement, l'écart de leadership. Deuxièmement, l'écart structurel, la faiblesse dans l'organisation de nos communautés de la diaspora. Et troisièmement, l'écart d'information, le fait que nous ne soyons pas pleinement conscients de notre propre potentiel. Je vais illustrer cela avec des exemples, y compris un exemple réussi de leadership. J'habitais en Chine, mais j'y suis allé pour la première fois en 1991. J'étais arrivé de Hong Kong en train pour visiter une usine. Quand nous avons quitté la gare, un homme nous attendait avec 2 vieux vélos. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Mon collègue a dit « Il n'y a pas de voitures ici. » Alors nous sommes montés tous les deux sur ces vélos. Ils m'ont expliqué que les gens riches avaient des vélos. Tous les autres marchaient. À titre de comparaison, en 1991, la Russie était un pays riche, fort dans l'industrie, l'agriculture, l'aérospatiale, la puissance militaire et riche en ressources naturelles, or, gaz, diamants, pétrole, et elle possède toujours tout cela. La Chine, en revanche, n'avait presque rien, relativement parlant, c'était un pays pauvre. La population était en grande partie peu instruite. Mais regardez les progrès que la Chine a réalisés au cours des 10 dernières années sur le plan économique et scientifique. Aujourd'hui, dans l'industrie automobile, la Chine est en concurrence avec l'Occident. Dans le secteur pharmaceutique, la Chine a surpassé l'Occident dans plusieurs domaines. Même dans le traitement du cancer, certaines médecines chinoises sont plus avancées que celles utilisées en Occident. Qu'est-ce qui a rendu cette transformation possible ? Direction.
Les Chinois ne sont pas génétiquement supérieurs aux autres nations. La différence réside dans le leadership. Lorsque nous parlons de la nation arménienne, incluant l'Arménie et la diaspora, sommes-nous d'accord pour dire que nous devons nous considérer comme une seule et même nation? Nous le devons. Mais comment? L'Arménie a aujourd'hui un gouvernement et un premier ministre. La diaspora, cependant, est dispersée et non structurée. Quel devrait donc être notre objectif? Comme je l'ai dit précédemment, le leadership doit avoir un objectif à long terme et non se contenter de résoudre les problèmes actuels. Si nous voulons du leadership, qu'en attendons-nous? J'aimerais qu'en 20 ans, nous ayons en Occident, en France, aux États-Unis, au Canada, un nombre significatif de personnalités politiques arméniennes capables de devenir président, premier ministre, ministre, membre du Congrès. En France, nous avons eu une telle personnalité, Patrick Devedjian, qui a été ministre et avait le potentiel de devenir président. Il est décédé du Covid, c'était un homme extrêmement compétent, mais nous n'en avons pas de second. Si l'on compare les communautés arméniennes et juives en France, les Arméniens sont environ 600 000, les Juifs environ 550 000, et pourtant, ils ont une influence significative. La différence n'est pas héréditaire. La différence, c'est le leadership, un leadership qui a pris des décisions et donné une direction. Plus tôt, il a été dit que nous devons définir et cibler notre objectif national. Quel est notre objectif national? Où voulons-nous être dans 20 ans? Pour atteindre ce point, nous devons d'abord avoir une vision. Nous devons clairement décider que dans 20 ou 30 ans, nous aurons des leaders politiques, une influence majeure dans les médias, une forte influence dans l'économie, des scientifiques de premier plan et plus encore. Pour y parvenir, nous devons créer les outils nécessaires et c'est au leadership de les créer. Aujourd'hui, je m'exprime en 3 parties. Jusqu'à présent, j'ai abordé le manque de leadership. À présent, je vais donner la parole à Vahan Zanoyan pour qu'il partage sa perspective et sa compréhension du leadership. Ensuite, je poursuivrai avec le manque structurel et le manque de ressources, ainsi que la manière dont nous pouvons construire les moyens d'atteindre nos objectifs nationaux. Je vais principalement me concentrer sur le leadership politique et au niveau de l'État en Arménie. Il existe un mot très intéressant en anglais que nous n'avons pas en arménien, statecraft, l'art de maintenir et de construire l'État, l'art de gouverner au niveau étatique. Comme je l'ai dit, nous ne possédons même pas ce mot dans notre vocabulaire. Il faut reconnaître que depuis l'indépendance, nous n'avons pas eu de dirigeants politiques en Arménie. Aucun de nos gouvernements, du début jusqu'à aujourd'hui, n'a fait preuve de leadership politique. Au mieux, nous avons eu des chefs de gouvernement, nous avons eu des gouverneurs. Le plus souvent, nous avons eu des administrateurs et des gestionnaires qui, à un moment donné, ont su gérer une situation donnée. Parfois bien, parfois moins bien et parfois mal. Mais un leader, et là je suis entièrement d'accord avec ce qu'a souligné Hovels, c'est quelque chose de totalement différent d'un simple gestionnaire de situation. Un dirigeant politique est quelqu'un qui, tout en comprenant et même en gérant une situation présente, est capable d'imaginer une réalité complètement différente. Un leader a une vision, il voit que le pays peut se trouver à un certain point aujourd'hui, mais qu'il pourrait être ailleurs, dans un endroit totalement différent, dans 10 ou 20 ans. Et cette vision n'est pas simplement quelque chose qu'il conçoit personnellement, mais il possède aussi la capacité d'obtenir l'adhésion du peuple, de convaincre les gens de le suivre et de les persuader de telle manière qu'ils finissent par réaliser cette vision. En ce sens, comme je l'ai dit, nous n'avons pas eu de leader. Les leaders, selon cette définition, incluent des personnes comme Charles de Gaulle, Mahatma Gandhi, Lee Kuan Yew, Winston Churchill. Dans notre histoire, le dernier véritable leader, selon cette définition, était Aram Manouchian. En 1918, lorsque la nation et le peuple venaient tout juste de sortir du génocide, démoralisés, brisés, à moitié vivants, à moitié morts, il a eu la vision et a réussi à établir la Première République. Dans ces circonstances, fonder une Première République était probablement l'entreprise la plus improbable et irréaliste qu'on puisse imaginer. Beaucoup, à l'époque, auraient considéré cela comme absolument irréaliste, un rêve fou. Pourtant, il a réussi parce qu'il croyait en cette vision avec une conviction immense.
Depuis Manouchian, nous n'avons pas eu de leader, seulement des gestionnaires politiques. La guerre de 2020 et surtout la dépopulation de l'Artsakh en 2023 ont créé des opportunités pour l'ennemi de frapper non seulement l'État, mais aussi l'ensemble de la nation arménienne. C'est extrêmement important à comprendre car c'est sur ce point que je vais me concentrer aujourd'hui en évoquant certaines de nos lacunes en matière de leadership. Au niveau national, la première grande fracture s'est ouverte entre les intérêts nationaux et les intérêts de l'État. La soi-disant idéologie de la véritable Arménie a formalisé et institutionnalisé cette division. Si je devais décrire notre crise nationale actuelle, je la caractériserais en grande partie comme la séparation entre les intérêts de l'État et les intérêts nationaux. L'Union soviétique a essayé de faire la même chose. Pendant l'ère soviétique, je me souviens, dans les années 70 et 80, et j'ai entendu des histoires des décennies précédentes, qu'il y avait une absence totale de volonté, en fait. Des contrôles délibérés pour empêcher le renforcement des liens entre l'Arménie soviétique et la diaspora. La crainte était que l'esprit nationaliste soit alors importé en Arménie soviétique. Diviser la nation arménienne, en particulier affaiblir le lien entre la diaspora et l'Arménie, a également été l'objectif de la Turquie depuis plus de 100 ans. Il est intéressant de noter qu'aucune des deux, ni l'Union soviétique ni la Turquie, n'a réussi. Pourtant, aujourd'hui, notre État indépendant a réussi à accomplir exactement cela. Il est très intéressant et profondément paradoxal que ces vastes empires aient échoué à faire ce que nous avons réussi à faire nous-mêmes. Dans ma vie professionnelle, j'ai interagi avec des gouvernements et des États de plus d'une douzaine de pays différents. Je n'ai jamais rencontré un seul État prospère qui sépare autant les intérêts de l'État des intérêts nationaux. Bien sûr, il existe certaines différences naturelles. Parfois, les intérêts de l'État exigent des choses qui ne s'inscrivent pas parfaitement dans le contexte national plus large. C'est normal et naturel. Mais il n'existe aucun État prospère qui ignore et isole complètement ses intérêts et droits nationaux. La Turquie en est un exemple. L'Inde, la Chine, l'Irlande aussi. Si vous les examinez, l'alignement des intérêts de l'État et des intérêts nationaux a été bien plus réussi chez eux qu'en Arménie. Par exemple, un exemple que j'aimerais vous donner est qu'au nord du Liban, il y a une ville appelée Tripoli. Et à proximité, autour du quartier de Tripoli, il y a plusieurs villages où des tribus turkmènes se sont installées il y a des décennies, certaines même il y a plus de 100 ans. La Turquie a adopté efficacement ces communautés, leur envoyant un soutien financier, les protégeant, ouvrant des écoles, enseignant le turc et maintenant des liens avec elles. Si la Turquie ne se préoccupait que de ses intérêts étatiques étroits et non du peuple turc en dehors de ses frontières, elle n'agirait pas ainsi. Nous n'avons pas cette approche. Aujourd'hui, notre champ national se limite aux 29 743 km² de la soi-disant Arménie réelle et tout ce qui se trouve au-delà de cette frontière ne fait pas partie de l'agenda de l'État. Permettez-moi de résumer brièvement quelques missions et responsabilités clés que, selon moi, la direction nationale arménienne devrait assumer. Premièrement, nous devons réaligner les agendas de l'État et de la nation. Aujourd'hui, les deux sont individuellement faibles et séparés l'un de l'autre. Deuxièmement, de manière très coordonnée, nous devons revitaliser les institutions éducatives arméniennes à travers le monde. Cela implique de combiner à la fois un contenu éducatif national commun et, en même temps, un contenu éducatif moderne et compétitif. Troisièmement, nous devons, de façon systématique et coordonnée, créer un réseau d'affaires arménien mondial qui ait un rôle et une voix à la table des intérêts économiques mondiaux. Il convient de rappeler ici que le monde est de plus en plus gouverné par des intérêts transnationaux, des intérêts qui ne reconnaissent pas les frontières géographiques. De grandes entreprises telles que Google, Amazon, Palantir, Meta, ainsi que certains grands réseaux financiers sont transnationales et exercent une influence énorme sur les événements mondiaux.
Pour un petit pays comme l'Arménie, il est crucial d'avoir une place et une voix au sein de ces réseaux transnationaux, d'assurer une représentation organisée dans les grandes institutions mondiales, les groupes de réflexion et diverses structures, afin que nous puissions également façonner le discours politique mondial. Nous devons occuper cette position, en particulier dans les groupes de réflexion, dans les discussions mondiales, partout où les questions concernant le Caucase du Sud sont débattues. Nous devons exercer ce leadership afin d'orienter le discours davantage dans notre sens. Une autre tâche essentielle est de ne pas prendre de retard dans les développements technologiques mondiaux et l'intelligence artificielle, mais d'y jouer un rôle actif et de premier plan. Cela ne dépend pas non plus de la taille. C'est une question d'intelligence et de dévouement. Dans une certaine mesure, l'Arménie a progressé dans cette direction et a obtenu certains succès. Nous avons également besoin d'une campagne d'information professionnelle pour diffuser l'histoire arménienne et renforcer la notoriété de notre soft power sur la scène mondiale. Nous avons clairement perdu cette bataille. Ces dernières années, l'Azerbaïdjan a dépensé des sommes énormes pour promouvoir son récit partout. Il apparaît désormais que l'Azerbaïdjan possède de profondes racines culturelles millénaires et que l'Arménie n'a pas d'histoire ancienne. Et ce récit est diffusé même dans des lieux comme le Vatican. Nous avons perdu non seulement la guerre physique en 2020, mais aussi la guerre de l'information. Enfin, nous devons reprendre la gestion des principaux centres historiques et culturels arméniens, tels que Jérusalem, Venise, et pourquoi pas l'Artsakh. L'objectif principal est de créer un levier mondial adéquat pour faire face aux défis auxquels la souveraineté arménienne est confrontée. Idéalement, le centre et la force motrice de ces efforts devraient être l'État lui-même. L'État doit agir comme un aimant pour attirer le potentiel arménien mondial et le canaliser vers une vision et un objectif pan-arménien unifié. Cependant, les 4 gouvernements de la Troisième République ont tous échoué à cet égard. Le plus récent, en particulier, renonce même officiellement à la responsabilité d'entreprendre une telle mission. Mais si, parallèlement à la politique de l'État, nous pouvons trouver un véritable leadership au sein de la réalité arménienne mondiale, non pas une simple gestion, mais un vrai leadership capable de rassembler tous ces éléments, alors nous pourrons peut-être à nouveau préserver la nation et l'État. Après l'indépendance, nous avons supposé que l'État protégerait la nation et les intérêts nationaux, mais l'État arménien seul s'est avéré incapable de sauvegarder les intérêts nationaux. C'est la nation qui doit maintenant se réorganiser, d'abord se sauver elle-même, puis défendre, protéger et soutenir l'État. Merci. Nous devons maintenant aborder le deuxième problème, le fossé structurel. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer nos institutions, partis politiques, organisations caritatives, les catholicosas et d'autres encore. Au contraire, nous devons encourager la coopération et la coordination entre nos structures, tout en impliquant ce que j'appelle les brebis égarées de notre peuple, ceux qui restent en dehors des cadres organisés. Permettez-moi d'être clair, j'ai parlé et collaboré avec toutes les grandes organisations. En novembre 2023, j'ai présenté une proposition de partenariat public-privé au Premier ministre ainsi qu'à 6 organisations à but non lucratif, l'UGAB, la Fondation Hovnanian, l'AMAA, la Fondation AFEAN, FAR et la Fondation Tufenkian. Quelle était l'idée centrale de cette proposition? Le peuple d'Artsakh est arrivé dispersé. Au-delà de toute stratégie, il n'existe même pas de plan opérationnel de base indiquant qui vivra où. Ma proposition reposait sur 3 principes. Premièrement, respecter l'intégrité des communautés. Les communautés actuellement dispersées devraient être réunies. Cela sert 2 objectifs. Premièrement, le bien-être social. Les familles déplacées devraient rester ensemble avec leurs proches et leurs réseaux familiers. Deuxièmement, l'économie. Nous devons préserver le tissu économique existant. Par exemple, Artsakh Carpet comptait 120 employés en Artsakh. Le directeur de l'entreprise m'a dit « Mes ouvriers sont dispersés. Comment puis-je relancer les opérations en Arménie ?» Nous devons raisonner en termes de préservation des unités sociales et économiques. Deuxièmement, une compensation équitable.
Ceux qui ont perdu un logement de 2 chambres devraient en recevoir un équivalent. Ceux qui ont perdu une ferme ou un atelier devraient recevoir l'équivalent. Troisièmement, organiser une conférence internationale des donateurs. Le coût total estimé de la compensation et de la réinstallation atteindrait environ 2 à 2 milliards et demi d'euros. J'ai rencontré le représentant de l'Union européenne en Arménie qui m'a indiqué que l'UE était prête à organiser une conférence internationale des donateurs. 3 réunions non divulguées ont eu lieu entre les 6 organisations et le gouvernement. Lors de la deuxième et de la troisième réunion, il a été décidé qu'une conférence des donateurs serait organisée à Bruxelles en avril 2024. Finalement, elle a été annulée. Pourquoi a-t-elle été annulée? Je ne sais pas. Quelque chose a échoué. Il manquait quelque chose, le levain qui fait lever la pâte. L'idée était bonne. Pourquoi cela ne s'est-il pas concrétisé? Était-ce à moi d'initier et de porter cela? Ou avons-nous besoin d'un leadership doté d'une autorité suffisante et d'une masse critique pour que sa voix soit entendue? Permettez-moi d'aborder un autre sujet, nos écoles. Dans la diaspora, nous avons des écoles arméniennes sans programme cohérent d'enseignement de la langue arménienne. Nous avons différents réseaux, les écoles de l'UGAB, les écoles Asgaïn, les écoles Hamaskaïn, les écoles évangéliques, les écoles catholiques. Chaque groupe a son propre programme, bon ou non. Il existe aussi des écoles indépendantes. En France, par exemple, il y a 8 écoles arméniennes à temps plein. 2 appartiennent à Hamaskaïn. 6 sont indépendantes. Nous avons envoyé quelqu'un pour évaluer plusieurs écoles. Le rapport concernant l'école de Nice était alarmant. Il n'y a pas d'enseignants, pas de programme structuré et pas de manuel scolaire. À qui incombe cette responsabilité? Qui est responsable? J'ai rencontré le responsable du département de la diaspora au ministère de l'Éducation. Ils n'ont ni vision à long terme, ni la passion nécessaire pour trouver des solutions. Et le problème ne se limite pas à l'enseignement de l'arménien. Nous devons d'abord définir notre objectif. Pourquoi ouvrons-nous des écoles? Pourquoi y investissons-nous? Historiquement, les écoles arméniennes ont été des centres d'excellence. Ouri et moi sommes camarades de classe de la même école. Chacun de nos camarades appartient au top 10% de la classe socio-économique dans leur pays respectif. Qu'est-ce qui nous a menés là? Nos écoles. Notre collège arménien évangélique n'a pas formé d'ingénieurs ou d'économistes de la maternelle à la terminale. Ce qu'il nous a enseigné dès le plus jeune âge, c'est un système de valeurs, la rigueur, la ponctualité, la persévérance, le respect, l'humanisme, l'humilité. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes dans un état fragile. Nous avons perdu beaucoup de nos écoles classiques. L'éducation a 3 objectifs. Le premier est de transmettre la langue et l'héritage culturel, au-delà du simple enseignement de l'arménien. Deuxièmement, transmettre le savoir et préparer des générations à réussir. Troisièmement, inculquer un système de valeurs formé de bons êtres humains. Encore une fois, à qui ce sujet tient-il à cœur? À présent, je vais aborder la question du manque de ressources et comment nous pourrions y remédier. D'abord, je souhaite corriger une idée reçue très répandue selon laquelle les Arméniens ne donnent pas alors que les Juifs, eux, le font. Permettez-moi de vous donner 2 exemples. Ezot Havitian a d'abord fait don de sa collection d'art, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, à l'Institut Clark, ainsi que de 45 millions de dollars en espèces pour la construction d'un musée destiné à l'abriter. Deuxièmement, Edward Avedesian a construit une école exceptionnelle à Erevan. L'école Avedesian a fait don de plusieurs millions de dollars à l'Université américaine d'Arménie et a donné 100 millions de dollars à l'Université de Boston. 100 millions. Cela prouve que les Arméniens donnent et qu'ils donnent aussi à l'Arménie. Mais au sein de la diaspora, nous manquons de structures et de méthodologies pour une collecte de fonds organisée. Fait intéressant, les 2 donateurs sont des Arméniens du Massachusetts. Permettez-moi maintenant de présenter le modèle organisationnel juif qui est particulièrement instructif. Leur structure n'est pas centralisée mais fédérale. Chaque ville possède sa propre fondation indépendante dédiée exclusivement à la collecte de fonds. Par exemple, la Fondation de Montréal a déclaré des revenus de 189 millions de dollars canadiens pour 2023. Leurs revenus pour 2024 s'élèvent à 220 millions de dollars canadiens et pour 2025 à 240 et 1 million de dollars canadiens. Il s'agit de revenus annuels et non du total des fonds de dotation. Quel est le secret? Tout d'abord, un conseil d'administration digne de confiance. Chaque ville dispose d'une plateforme de collecte de fonds indépendante.
Cet organisme ne possède ni école, ni parti politique, ni affiliation à un club. Sa seule mission est la collecte de fonds. L'effort est coordonné et systématisé. Dans notre cas, chaque organisation mène sa collecte de fonds de manière indépendante. La Fondation FAST organise son gala pour collecter des fonds, puis c'est au tour du COAF, ensuite de l'UGAB, puis de Aïgazian, puis du Fonds panarménien, puis d'un catholico-sat, puis de l'autre, et ainsi de suite. La deuxième caractéristique du système juif est la gouvernance. Les membres élisent un conseil. Le conseil élit le conseil d'administration et les fiduciaires. Ce conseil décide de la répartition des fonds. Il s'agit d'une structure démocratique à la base. Par exemple, à Montréal en 2025, 7% sont alloués à la religion, 5% aux arts et à la culture, soit environ 12 millions de dollars. 57 millions de dollars ont été consacrés à des initiatives éducatives dans une seule ville. Fait intéressant, la Fondation de la région de la Baie n'a pas de budget religieux, une décision démocratique prise par son conseil. Encore une fois, regardez les revenus rien que pour Montréal. Ils atteignent 240 millions de dollars. Comparez cela au Fonds panarménien qui a récolté 15 millions de dollars dans le monde entier en une année. On peut dire qu'ils ont échoué. Quelle est la différence? Un manque de confiance. La troisième caractéristique est la transparence. Chaque dollar dépensé est documenté au centime près, en précisant quelle organisation a reçu quel fonds. Enfin, il publie la liste des donateurs. Chaque donateur est mentionné, de ceux qui donnent 5 000 dollars à ceux qui donnent plus d'1 million de dollars. Ils ont institutionnalisé le concept de nom et de renommée. J'ai présenté deux propositions. Premièrement, l'idée d'un conseil des sages, et deuxièmement, un modèle pour construire un mécanisme de collecte de fonds structuré, adapté à notre réalité. Nous ne tirerons pas de conclusions aujourd'hui, mais il est important que nous fassions avancer ces idées. Maintenant, je vais donner la parole à Araz. Ensuite, je présenterai le troisième sujet, le fossé informationnel. Je m'appelle Araz. Je suis née et j'ai grandi à Téhéran, donc j'ai vécu la vie d'une communauté arménienne traditionnelle là-bas. À un âge assez avancé, j'ai déménagé en Amérique, où j'ai également découvert la vie communautaire locale. Les exemples que j'apporte ou les choses que je partage proviennent de ces deux expériences. Comment nous gérions nos institutions nationales et sociales dans les communautés traditionnelles et comment, maintenant en Amérique, étant presque une nouvelle communauté de la diaspora, ces structures fonctionnent. J'aimerais aborder le deuxième type de leadership qui concerne les efforts de base. C'est ce que les individus peuvent en faire progresser à travers un travail communautaire plus localisé et ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant et combler le fossé qui existe actuellement dans notre leadership. Je reprends l'exemple de la communauté arménienne en Iran, car pendant des siècles, sans patrie ni État centralisé, la communauté arménienne d'Iran a survécu et a préservé sa langue, sa culture, sa religion et son identité. Cela peut être considéré comme une étude de cas sur la manière dont cela a été accompli. À mon avis, le principal facteur dans cette histoire a été précisément ces efforts de base. Chaque Arménien, chaque famille et chaque association avait cet objectif fondamental à cœur, et tous avançaient vers la même étoile polaire, qui était la préservation de la culture et de l'identité arménienne. Alors, quels sont les écarts aujourd'hui qui nous empêchent d'obtenir des résultats similaires? À mon avis, nous avons deux grands écarts. Premièrement, une faible participation. Oved l'a déjà mentionné. Une participation limitée nous restreint à la fois en termes de capital humain et de ressources financières. Le deuxième problème est que nous n'utilisons pas correctement les ressources dont nous disposons. En d'autres termes, nous sommes inefficaces et pas suffisamment productifs. Passons maintenant au premier problème. Pourquoi la participation est-elle faible? Si vous demandez aux jeunes et à la nouvelle génération ce qui les intéresse dans la participation à des environnements et programmes non arméniens, je pense que nous entendrions souvent plusieurs réponses. Premièrement, un désalignement des incitations avec les organisations arméniennes. Les objectifs personnels des gens, leur désir de s'améliorer et de prospérer dans leur vie individuelle ne sont pas toujours en accord avec nos objectifs communautaires et nationaux, ni avec ceux de nos organisations communautaires. Nous avons entendu plusieurs exemples d'autres organisations diasporiques réussies d'autres nations, et je ne veux pas que nous nous comparions constamment aux autres.
mais dans leur cas, les structures et organisations communautaires ont été conçues de telle manière qu'en y participant, les individus acquièrent des réseaux et des opportunités qui profitent directement à leur développement personnel et à leur réussite. En conséquence, ils participent de leur plein gré, non pas parce qu'ils sont obligés d'assister une ou deux fois pour ensuite ne plus venir la troisième fois, ou d'y aller simplement par formalité avant de se désengager complètement. Donc, la première question est, comment définissons-nous les objectifs de nos organisations nationales et communautaires dans la diaspora de manière à engager la majorité des membres de la diaspora? Pas seulement par la propagande ou la persuasion, mais par une motivation authentique afin qu'ils tirent un bénéfice personnel de leur participation. La deuxième question est, comment apprenons-nous à construire une communauté? Je crois que nous ne savons tout simplement pas bien le faire. C'est une compétence, une capacité qui doit s'apprendre. Peut-être que les nations qui ont eu plus de succès abordent cela non pas comme quelque chose d'accidentel, mais à la fois comme un art et une science. Il y a un art et une science pour construire une communauté, et la première étape de ce processus est de créer la confiance. Historiquement, les organisations arméniennes, du moins dans la diaspora, ont été quelque peu exclusives. Chaque organisation fonctionnait souvent comme son propre club fermé de membres. Et si vous n'en faisiez pas partie, il était difficile d'y entrer. Nous devons nous éloigner de ce modèle et instaurer la confiance afin d'augmenter la participation. Ce faisant, nous pouvons surmonter le premier problème que j'ai mentionné, à savoir la participation limitée, qui à son tour limite à la fois notre capital humain et nos ressources financières. Permettez-moi d'aborder le deuxième écart, qui concerne l'utilisation adéquate de nos ressources existantes et le fait de ne pas les gaspiller. Que veux-je dire par gaspiller des ressources? Nous en avons déjà parlé. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez plusieurs organisations arméniennes qui mènent essentiellement les mêmes programmes. Par exemple, il se peut que nous ayons 4 programmes de mentorat et 5 programmes de collecte de fonds dans différentes organisations, tous visant le même public. Comment pouvons-nous réduire ces duplications afin d'utiliser nos ressources plus efficacement? Je pense que 2 choses sont nécessaires. Premièrement, le transfert de connaissances. Comme Ovel l'a mentionné, nous ne savons souvent pas ce qui se passe. Il n'y a pas eu de véritable transfert de connaissances de l'ancienne génération vers la nouvelle, donc nous ne comprenons pas clairement ce qui a déjà été tenté et ce qui a échoué. En conséquence, nous répétons la même tentative infructueuse. En même temps, même au sein de la génération actuelle, entre organisations et institutions, il n'existe pas de véritable système de partage des connaissances. Cela conduit à une duplication des efforts, à des contradictions et à des inefficacités répétées au lieu d'un progrès coordonné. C'est le premier point. Deuxièmement, je pense qu'il nous manque la capacité à suivre. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de leadership, mais nous devons aussi apprendre à suivre. Si chaque Arménien veut être un leader, nous nous retrouvons avec la situation que nous connaissons aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un a du mal à travailler en groupe, il part et crée une nouvelle organisation, un nouveau parti ou une nouvelle initiative. Tout le monde veut être le leader, mais si nous sommes tous des leaders, qui sera le suiveur? Et sans suiveur, nous ne pouvons pas éliminer les inefficacités qui existent déjà au sein de nos ressources limitées. Tout cela peut sembler de belles paroles, mais si vous voulez vraiment des résultats, il existe ce concept souvent appelé les actions du lundi matin. Que fera concrètement chaque personne dans cette salle en rentrant chez elle? Quelles conséquences pratiques la discussion d'aujourd'hui aura-t-elle sur ce que nous ferons demain matin? Allons-nous reprendre nos anciennes habitudes ou allons-nous changer quelque chose dans notre façon de fonctionner? C'est là la véritable question. J'aimerais humblement proposer une suggestion basée sur mon expérience de vie à Los Angeles. Je crois qu'au minimum, chacun de nous peut essayer d'appliquer cela dans son propre entourage. La communauté arménienne de Los Angeles, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Pas tout le monde, mais la majorité, vit dans un environnement très matérialiste, très axé sur l'apparence extérieure de la richesse, ce qui signifie que nous gaspillons nos ressources nationales dans des choses inutiles. Par exemple, si vous calculez combien de nourriture est gaspillée chaque week-end dans les salles de banquet des quartiers arméniens de Glendale, Burbank, North Hollywood, etc., vous verriez que cela représente des milliers de dollars.
Rien que cela constitue une ressource financière importante pour notre nation. Comment chaque personne dans cette salle peut-elle éduquer et influencer correctement son entourage, aider à changer les mentalités et remettre en question cette culture défaillante où nos ressources nationales, à commencer par l'argent, sont dépensées dans un mode de vie matérialiste dont le seul but est d'impressionner d'autres Arméniens? Si vous pouvez commencer par affronter ce premier problème, le plus simple, le plus visible et le plus concret, sur lequel nous sommes probablement tous d'accord, mais que nous avons du mal à traiter correctement, alors progressivement, nous apprendrons à devenir plus efficaces en tant que nation dans la gestion de nos ressources, et nous pourrons ensuite commencer à consolider ces ressources de manière plus efficace pour avancer ensemble. Voici mes suggestions d'un point de vue de la base, en contraste avec ce que Vahan a présenté comme un modèle de leadership plus centralisé et descendant, dont notre nation a certainement aussi besoin. En tout cas, merci. Je vais maintenant passer la parole à Ovel. Le dernier fossé est le fossé de l'information. Ici, je voudrais mentionner que nous avons lancé la plateforme Arménopédia, dont le but est de combler ce fossé. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pendant la guerre de 2020, j'ai reçu un appel difficile d'Arménie, d'un numéro inconnu commençant par l'indicatif pays 374. La personne a demandé « Monsieur Schnorhokian, connaissez-vous des ingénieurs acousticiens dans la diaspora ?» J'ai demandé « Qu'est-ce qu'un ingénieur acousticien ? Pourquoi en avez-vous besoin ?» Il a dit « Des drones frappent et des soldats meurent. S'il existait un appareil qui pouvait nous avertir ne serait-ce qu'une minute à l'avance, des vies pourraient être sauvées. » À ce moment-là, j'ai compris que nous devions savoir quelles compétences nous avons, quels scientifiques et experts nous avons dans chaque domaine. Permettez-moi de donner un deuxième exemple. J'ai un ami à Boston, Garo, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, spécialisée dans le traitement du cancer et qui dirige une entreprise cotée au Nasdaq. J'ai aussi une amie à Paris qui, à l'époque, faisait son doctorat en oncologie. Je lui ai demandé « Voudrais-tu rencontrer Garo ?» Elle a répondu « Ce serait merveilleux. » J'ai organisé une réunion Zoom et je les ai présentés. Garo lui a demandé quel était le sujet de sa thèse et elle a expliqué. Puis il a demandé « Parlez-vous arménien ?» Elle a répondu « Oui ». Garo a répondu « Nous ouvrons un centre de traitement du cancer en Arménie. Nous avons besoin de vous là-bas. » Ma vision est que notre plateforme permette à quelqu'un comme Garo d'identifier facilement et rapidement tous les doctorants en oncologie dans le monde entier. En même temps, ces étudiants devraient pouvoir découvrir des entreprises comme Agenas et d'autres sociétés similaires qui peuvent offrir des stages et des emplois, ainsi que des chercheurs et des professeurs capables de fournir mentorat et conseils. Aucune plateforme de ce type n'existe encore. Nous sommes actuellement en train de construire la plateforme Arménopédia afin de révéler notre vivier mondial de talents, d'individus, d'organisations, d'institutions et d'entreprises. Chaque entrée est vérifiée, qualifiée et calibrée. Nous avons déjà plus de 2000 scientifiques et éducateurs avec des données fournies par l'Académie des sciences d'Arménie, la Fondation FAST, l'ASOF et d'autres institutions. Chaque profil est en cours de validation et sera présenté sur la plateforme Diasporarm. Nous travaillons également à identifier les données des étudiants afin de bien comprendre quels talents et quelles compétences nous possédons. L'objectif est de soutenir, entre autres, nos étudiants et de révéler tout notre potentiel. La question clé maintenant est l'importance stratégique que nous accordons à ce projet et le niveau d'investissement que nous sommes prêts à engager. J'ai présenté ce projet à de nombreuses organisations. Toutes sont intéressées, très intéressées, mais chacune préfère posséder la plateforme pour elle-même. Mon souhait est que cette plateforme appartienne au peuple. Il est clair que des ressources financières sont nécessaires, mais ma vision est que la nation elle-même s'approprie Arménopédia. J'appelle chacun à contribuer selon ses moyens, 10, 100, 1000, afin que le peuple lui-même devienne propriétaire de ce projet. Pour conclure et rendre cette réunion productive, nous avons les attentes suivantes. Premièrement, faire mûrir les idées pour la création d'un conseil de sages conseillers, renforcer la coopération interorganisationnelle et développer des fondations communautaires indépendantes. Et deuxièmement, un engagement clair envers la propriété et la gestion d'Arménopédia. Je vais maintenant donner la parole à Alec. La question de savoir pourquoi nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à combler le manque de leadership mondial arménien nécessite une certaine analyse. Nous savons tous que, depuis de nombreuses décennies,
Les communautés de la diaspora arménienne ont créé et fait fonctionner de nombreuses organisations dévouées qui ont servi nos communautés dans des pays comme l'Iran, le Liban, la Syrie, ce qui a permis aux communautés arméniennes d'avoir un lieu de rassemblement. Se réunir pour relever les défis de leur communauté, comme construire des écoles, des églises, des centres culturels, et permettre à notre jeunesse de se rassembler et de participer à des activités telles que le scoutisme ou l'athlétisme, et bien sûr pour préserver leur identité arménienne. Ces communautés se sont organisées, ont travaillé dur, fournissant la colonne vertébrale, la structure nécessaire à la survie de notre communauté. Et beaucoup d'entre nous sont là où ils sont aujourd'hui grâce à leurs efforts. Mais pourquoi ces organisations ne font-elles pas partie de l'événement d'aujourd'hui? Peut-être qu'elles se sentent à l'aise avec leur position actuelle, leur rôle de leader et en somme avec le statu quo. Je crois que la réponse à cette question et la manière d'impliquer ces organisations, c'est l'éducation. Nous devons communiquer à ces organisations les avantages de cette structure et de ce programme proposé. Faites-leur savoir que la nouvelle organisation créée ne nuira pas à la position de leur organisation au sein de la communauté. Et en fait, elles finiront par disposer de plus de ressources, qu'il s'agisse de personnes impliquées ou de financement. Donc je pense que nous devons agir pour établir ce dialogue avec cette organisation en communiquant la vision claire de cette initiative, la structure prévue, les résultats attendus, les avantages à participer à une telle initiative, ainsi que leur rôle au sein de la nouvelle organisation. Nous devons nous assurer qu'il leur est bien clair que cette nouvelle organisation n'agira pas à un niveau supérieur à celui de leur organisation actuelle, mais que cette organisation viendra renforcer leurs efforts, ce qui permettra de servir la communauté arménienne de manière plus efficace et plus harmonieuse. Cependant, nous avons constaté les résultats positifs de telles organisations en matière de collecte de fonds, d'allocation de ressources et les avantages de participer à des projets comme Arménopédia. Je pense donc que nous devons commencer à former des communautés pour travailler sur un ou plusieurs des projets évoqués. Peut-être pouvons-nous commencer par identifier l'organigramme de ces organisations, la façon dont elles fonctionneront, les rôles et responsabilités des individus, les profils des dirigeants et la manière dont les futurs leaders seront formés. Peut-être pouvons-nous choisir une communauté et travailler à développer un modèle qui pourra être utilisé dans d'autres communautés. Alors, de quoi avons-nous besoin pour qu'un projet ou les projets que nous choisirons réussissent? En tant qu'ingénieur, je pense que ce qu'il faut pour une telle entreprise comme pour tout autre projet, c'est une vision claire, des compétences et des ressources, des incitations et un plan d'action. Peut-être qu'aujourd'hui, lors de notre réunion, nous pourrons décider quel est ou quels sont les projets initiaux que nous voulons entreprendre. Arménopédia ou l'IA, étant donné son importance dans le monde actuel, trouver les moyens de mettre en place une éducation à l'IA pour chaque élève arménien. Est-ce que cela passe par une collaboration avec notre association des étudiants arméniens? Quel que soit le projet que nous choisissons pour qu'il réussisse, nous devons former des communautés pour travailler sur sa vision et sur tous les autres éléments nécessaires des projets évoqués. Parce que si chaque pièce du puzzle n'est pas en place, si nous n'avons pas une vision claire, les ressources, les compétences pour les actions à mener, les efforts aboutiront à de la frustration, un faux départ, une progression lente ou un manque de succès. Je crois aussi qu'il y a un aspect très important qui doit être inclus dans chaque projet que nous envisageons. Cela devrait être le test fondamental pour chaque projet que nous considérons, dans le but de renforcer le rôle de notre organisation en tant que leader au sein de la communauté. Et cet aspect, c'est l'éducation à la culture arménienne, au patrimoine arménien, ainsi que le service à la diaspora arménienne, aux Arméniens vivant en Arménie et au gouvernement arménien, par exemple les étudiants, qui font partie de l'association. Les associations étudiantes arméniennes apprendront la richesse et le patrimoine de leur culture arménienne. Ils découvriront l'Arménie et leur propre communauté. De plus, nous devons garder à l'esprit que les plans d'action doivent être différents, spécifiques à chaque communauté, parce que ce qui fonctionne à Glendale ne fonctionnera pas au Danemark.
Par ailleurs, pour qu'un projet serve la communauté arménienne ou pour développer de futurs leaders ou établir des organisations, le leadership au sein de la communauté devrait également, dans le cadre de sa vision, développer le sens de l'engagement quotidien avec la nation arménienne afin de s'assurer que la nation arménienne devienne une part plus importante des activités quotidiennes de chacun. Le fait est que chaque personne est occupée par le travail et à s'occuper de sa famille. Et pour que notre projet devienne pérenne et assure sa durabilité, nous devons nous assurer que s'engager dans des causes arméniennes soit gratifiant et permette à chacun de se sentir mieux dans son identité arménienne ainsi que de ressentir la fierté liée à la découverte de son héritage, de sa culture et au service de la communauté et de la nation arménienne. Au cours des 100 dernières années, nous avons toujours voulu atteindre ces objectifs, mais à chaque fois, cela n'a pas fonctionné. Honnêtement, nous prenons des décisions, mais au final, il ne se passe jamais vraiment rien. Alors, qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Qu'est-ce que tu proposes pour que cette fois soit un succès, pour que nous prenions une direction différente? Nous en avons assez de refaire sans cesse les mêmes choses, sans aucun résultat. Chacun de nous, à sa manière, fait quelque chose pour l'Arménie, pour la nation arménienne. Mais cette unité plus large, ce plan collectif, cette planification et cette coordination n'aboutissent jamais vraiment. Il faut réfléchir attentivement à quel est le véritable problème et trouver la solution. Cela nous permettra de véritablement planifier et nous unir en tant que nation et d'avancer sur cette bonne voie. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Quelle sera la nouvelle direction? Qu'allons-nous faire différemment pour que cette fois nous réussissions? Pourquoi ne t'adresses-tu pas aux organisations pour qu'elles prennent leurs responsabilités? Le secret réside dans les personnes. Si nous pouvons trouver les bonnes personnes qui possèdent les qualités de véritables leaders, nous réussirons. Quelles sont ces qualités? D'abord, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un tourné vers l'avenir. Deuxièmement, quelqu'un d'indépendant, qui n'est pas contraint ni contrôlé par une organisation particulière, quelqu'un capable de dépasser les divisions. Troisièmement, quelqu'un qui bénéficie de la confiance du peuple, dont l'intégrité est incontestée. Quatrièmement, quelqu'un qui a déjà prouvé sa réussite dans son propre domaine. J'ai mentionné 4 qualités. La 5e et dernière qualité, la plus importante, c'est l'humilité. Une personne humble, quelqu'un dont le but n'est pas de devenir le patron. Permettez-moi de partager une courte histoire, celle du lavement des pieds. Vous savez, la cérémonie. Laissez-moi vous en expliquer le sens. Les disciples de Jésus se disputaient pour savoir qui serait le plus grand parmi eux. La mère de 2 frères, Jacques et Jean, demanda à Jésus que, lorsque son royaume viendrait, ses fils siègent à sa droite et à sa gauche. Jésus comprit ce qui se passait. Il apporta de l'eau et lava les pieds de chacun de ses disciples. Nous avons fait de cet acte une cérémonie, mais son message était clair. Jésus leur a dit: celui qui veut être grand parmi vous doit servir les autres. Malheureusement, nous avons perdu beaucoup de nos valeurs. Elles ne nous ont pas été transmises. Tout le monde veut être le patron. Si nous avions préservé ces valeurs, l'Arménie compterait aujourd'hui 8 millions d'habitants. L'Arménie aurait pu être comme Singapour. Au final, tout dépend des gens. Si nous pouvons trouver des personnes humbles, tolérantes et inclusives, nous réussirons. Ces personnes existent. Nous devons simplement les trouver. Ces personnes ne cherchent pas de poste. Elles sont souvent occupées par leurs missions respectives. Nous devons aller les chercher, rassembler 5, 7, 9 de ces individus et leur demander de concevoir la feuille de route pour notre avenir. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites sur les organisations arméniennes. Je ne suis pas contre les organisations. Au contraire, je reconnais et j'apprécie le rôle important que les organisations arméniennes ont joué dans nos communautés depuis des décennies. Mais nous devons tous prendre conscience d'un fait. Les organisations arméniennes ne représentent qu'environ 2% de notre peuple. Les 98% restants sont en dehors de ces structures. Tout programme que vous développez doit aussi penser à ces 98%. Rassembler les 2%, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout un iceberg. Sous la surface, personne ne s'en est vraiment occupé. Personne n'a sérieusement essayé d'y accéder et qui petit à petit fond et se perd à cause de l'assimilation. Soyons clairs. Il existe des idées différentes, parfois contradictoires. Quelqu'un a dit: nous devrions unir les organisations.
Harut a dit que les organisations ne représentent que 2% du peuple et que nous devons aller vers les 98% restants. Je crois que nous devons poursuivre les deux. Je pense que c'est un problème de récit. Fondamentalement, c'est un problème de récit. Vous avez mentionné, Zawin a mentionné le nom de Iron Money. Nous n'avons pas... Il y a un dicton qui dit que les gens intelligents, instruits, cultivés sont très humbles et que ceux qui ne savent rien sont très fanfarons. C'est donc un dicton que j'utilise parfois. Je pense que c'est fondamental, la chose fondamentale dont nous parlons, c'est le côté de la demande. C'est une question d'offre et de demande. De quoi ai-je parlé, vous savez? Appartenir à la nation arménienne m'a été très bénéfique. Dans la création d'entreprises, dans la construction, vous savez, le recrutement, la mise en relation des gens, et ainsi de suite. Donc ces récits, le récit du pourquoi est-ce important? Je pense que nous parlons du comment, nous parlons des exemples de levée de fonds, mais nous ne mettons pas le doigt sur le pourquoi. Pourquoi voulons-nous cela? Pourquoi la perpétuation de la culture arménienne est-elle importante? Pourquoi? Vous savez, ces récits selon lesquels les Arméniens ne travaillent pas ensemble. J'ai prouvé le contraire depuis 30 ans. Les Arméniens travaillent très bien ensemble lorsque les incitations sont présentes. Si les incitations ne sont pas alignées, si les gens ne savent pas pourquoi il est important d'appartenir à cette culture, pourquoi appartenir au Conseil arménien des hautes technologies, ou à tout ce qui leur est utile, alors tout le reste n'est qu'un prétexte, nous prêchons. Maintenant, revenons à deux choses. La première, c'est le développement du récit, et ensuite les personnes qui vont passer quelques années à faire des études sur la diaspora, à étudier nos diasporas et la façon dont nous évoluons. Que se passe-t-il dans le monde? Que se passe-t-il avec l'IA? Ces personnes doivent être rémunérées. Vous savez ce qui se passe? Il n'y a pas de continuité et il n'y a pas de responsabilité. Des études le montrent. Si seulement 5% des Arméniens revenaient, nous serions bien mieux lotis. Le défi est de rassembler ces 5%, les faire collaborer malgré les fluctuations. Celui qui obtient ce diplôme s'implique. Et puis quelqu'un d'autre ici s'implique un peu plus. Cela va simplement amener les gens à changer d'état d'esprit pour s'impliquer davantage dans les causes arméniennes. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Les dirigeants doivent être rémunérés. C'est quelque chose que tu sais, il faut faire si tu veux continuer. Sinon, certains bénévoles viendraient pendant 3 ou 4 ans. Puis, quand leur mandat se termine, ils partent tout simplement. Une question a été soulevée. À propos de la nécessité de comprendre pourquoi nous devrions défendre l'identité et les valeurs arméniennes. L'idée derrière cette question était que si plus de personnes comprenaient le pourquoi, alors davantage de gens suivraient naturellement. Je ne partage pas forcément ce point de vue. Certaines choses dans la vie sont évidentes, y compris, dans ce cas, la réponse à ce pourquoi. Je n'ai aucun doute qu'il existe une identité arménienne distincte à laquelle la plupart des Arméniens peuvent s'identifier et qu'au fond d'eux-mêmes, ils souhaitent protéger. Et ici, parfois, cela n'a pas d'importance. Que quelqu'un sache parler arménien, qu'il soit allé à l'école ou non, cela importe peu. Cette identité se ressent même parmi des personnes qui n'ont pas été exposées à la langue et à l'histoire. Je suis sûr que nous connaissons beaucoup de grands philanthropes qui appartiennent à cette catégorie. Et pourtant, ils contribuent de manière significative à la force de l'Arménie. Et nous ne devrions pas mesurer l'identité arménienne par la langue ou même la lignée. Il y a des Arméniens de sang pur qui se moquent complètement des Arméniens ou de la cause. Et je connais d'autre part des personnes qui sont à moitié ou même un quart arméniennes, qui sont profondément attachées à l'identité arménienne et lui sont très dévouées. Permettez-moi également de mentionner que je suis en contact étroit avec un certain nombre d'analystes, nés et élevés en Arménie soviétique, ce qui est un environnement bien différent de celui où je suis né et ai grandi, au Liban. Et pourtant, nous pensons de la même manière au sujet de l'identité arménienne. Si cette identité n'existait pas, comment des personnes issues de milieux si différents pourraient-elles s'y rattacher de la même façon? Au bout du compte, cela nous ramène à la question du leadership dont nous avons parlé. Avec un vrai leadership national arménien, personne ne contesterait l'identité ni sa défense. Merci. Une nouvelle organisation a été créée, appelée la Force and 5 Educational Alliance, qui, à mon avis, en est un exemple. Et en gros, ce sont toutes les organisations, les associations à but non lucratif en Arménie qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, des écoles et ce genre de choses.
Ils se sont réunis et chacun d'eux est membre de ces organisations telles que l'AMA, Teach for Armenia, la Fondation éducative IPEF, TUMO, AGVU, AUF et The Best Foundation. C'est un très bon exemple que cela est possible par spécialité, secteur ou autre. Et je pense que c'est toujours comme ça, ce problème est maintenant résolu en Arménie. Il est important que cela continue. Le problème avec l'Arménie, c'est toujours l'ego. Et c'est l'autre problème. Chaque organisation vient ici, organise son propre gala et toutes reçoivent de l'argent des mêmes personnes. Et ça fonctionne, mais il faudrait que c'est toujours plus facile. Évidemment, c'est très étrange quand on en vient à la situation avec nos églises. C'est en quelque sorte la véritable. Le sommet APAS ensemble, je comprends cela, mais je pense que c'est toujours mieux si nous commençons avec les dirigeants actuels et les organisations actuelles. Et nous les amenons à adhérer, parce que cela va montrer à notre peuple que, d'accord, ils le font. Ils mettent leurs différences de côté, ils se rassemblent. Nous pouvons le faire aussi. Je pense que je suis fan de cette organisation, je pense qu'elle va accomplir tout ce qu'elle annonce. Je suis un très grand fan de l'Armidopédia et je vais la soutenir. Quelques points et je vais essayer de rester bref. Ma première suggestion, donc en réalisant cela pour les Arméniens concernant les organisations à but non lucratif, c'est que toutes les associations à but non lucratif aux États-Unis ont par exemple des déclarations fiscales qui sont publiques et elles les publient, donc nous savons qui sont toutes ces personnes. Nous avons besoin et je suis prêt à travailler avec vous là-dessus dans les prochaines semaines et je pense que nous pouvons le faire dans les prochains mois d'un site web appelé armeniancharities.org ou quelque chose comme ça, qui montre au moins toutes les organisations ce qu'elles font par spécialité, que ce soit l'éducation ou l'autonomisation des enfants ou tout le reste que nous faisons. Et ensuite leur déclaration fiscale et toute information publique à leur sujet. Et puis c'est la première étape, je pense, pour arriver ici, ce qui va prendre un certain temps. Donc nous en parlerons aussi. Je vais devoir donner un peu de contexte aux personnes présentes dans la salle et je vais essayer de faire court. Mais il y a 7 ans, mon cofondateur Vaughn et moi-même avons eu cette idée de lancer une entreprise de médias arméniens. C'était différent de tout ce qui existait. Elle s'appelait South Tonk Media. Depuis, sur Instagram, nous avons 208 000 abonnés. 85% de notre audience a entre 18 et 44 ans. Au total, nous avons plus de 330 000 abonnés. Notre portée mensuelle sur les réseaux sociaux, tous comptes confondus, dépasse les 25 millions. Nous sommes suivis par des Arméniens, des non-Arméniens, des décideurs politiques, des membres du Parlement en Europe, de tous les pays. Les ambassadeurs de ces pays en Arménie, des personnes avec qui je parle. La seule chose que j'ai remarqué au cours des 7 dernières années, c'est que surtout notre jeunesse et la nouvelle génération pensent très différemment de tous les autres dans cette salle sur tous les sujets. Et je pense que nous devons les écouter. La raison pour laquelle les gens suivent Zacroc Media, c'est parce qu'ils y trouvent quelque chose qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Et j'aimerais que toutes les autres entreprises médiatiques copient exactement ce que nous faisons, mais ce n'est pas le cas. Les Arméniens réussissent dans la diaspora. Nous avons des Arméniens qui remportent des Grammy Awards. Zebo Hanyan vient de gagner 2 Grammy Awards aujourd'hui. Il a 16 nominations aux Oscars, le plus grand nombre pour un film. Il y a eu Titanic et tout le reste. Nous avons des Arméniens dont le service est renforcé. Nous avons des centaines d'Arméniens qui lèvent des centaines de millions de dollars lors de leur levée de fonds pour des startups. Ils se parlent entre eux. Nous avons le pourquoi, l'une des raisons. Mon pourquoi est... Avant 2020, nous nous rassemblions simplement le 24 avril devant le consulat turc, plus de 100 000 personnes, parce que c'était simplement la chose à faire et personne ne remettait cela en question. Et nous faisions confiance à nos organisations existantes pour faire leur travail, mais tout cela s'est un peu effondré pendant la guerre. Mais le pourquoi, pour moi et pour tous les autres jeunes, c'est qu'ils veulent réussir. Dans mon exemple, j'ai eu 98% d'expériences positives avec des Arméniens en travaillant avec des Arméniens.
Je pense qu'il y a tellement d'idées préconçues que nous avons du genre « Oh, nous ne travaillons pas ensemble. Oh, nous disons ceci. Nous aimons être ensemble. » Nous devons simplement écrire toutes nos idées préconçues, chacun dans cette salle de main. Merci beaucoup pour ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez accompli ces 4 ou 5 dernières années pour votre vision. Nous sommes tous ici grâce à vous. Merci. Deuxièmement, je pense que chaque personne dans cette salle est ici parce que Hayden est assise ici et parce que nous voulons aider. D'une manière ou d'une autre, nous voulons faire quelque chose. Sinon, les gens ne seraient pas ici. Je pense que nous devons maintenant prendre des mesures concrètes. Et peut-être, comme Zavin le disait, commencer à former ce comité. Peut-être que les personnes ici présentes peuvent vous envoyer un email avec des noms de personnes à nominer pour lancer la dynamique. Et je pense que tous les pourquoi nous devons être arméniens ou toutes ces questions philosophiques, je pense que c'est secondaire. Je pense que nous nous sommes pas mal égarés. Mais je pense que c'est utile. Mais pour aller de l'avant, nous devons nous concentrer sur ce qu'il y a à faire, comme l'a dit Aras à la base, et former un comité pour commencer à travailler concrètement. Vous avez déjà commencé l'Arménopédia. C'est très important de nos jours dans le domaine numérique, à l'ère du numérique et de l'IA. Tu as déjà commencé? Vous devez vous concentrer là-dessus et développer cet aspect. Ce sera au niveau international avec la jeune génération férue de technologie. Cela va être très utile. Ma question est, qui en prendra la responsabilité? Eh bien, vous avez déjà commencé. Qui financera cela? Est-ce que c'est ça? C'est bien toi qui finance-le. C'est le premier point à l'ordre du jour de notre comité. Mais j'aimerais en faire partie, donc tu sais en fait ce que je veux vraiment dire par là. Si tu marches, tu avances à 3 miles à l'heure. Si tu as un vélo, tu peux aller à 15. Si tu as une voiture, tu vas à 70-80 miles. Si vous avez un avion, vous pouvez parcourir 1000 miles. Alors, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Dites-moi ce que vous voulez obtenir. Nous marchons maintenant sur Wikipédia. J'ai 2 assistants. Je paie, des gens m'aident, quelqu'un me donne 1000 $, je paie, etc. Je vous le dis. Ouvertement, vous savez. Qui s'en soucie? Je pense que si vous mettez un peu d'ordre en place, il est alors plus facile d'obtenir un soutien financier. Parce qu'il faut avoir une structure pour pouvoir présenter l'histoire. Pour l'histoire qui est aux commentaires. Jacqueline, tu en fais partie? Remercier. Vous commentez? Me voilà. D'accord. Aras fait partie de l'équipe de commentaires. Et je vous propose donc... Quelqu'un d'autre aussi? C'est le problème, Oved, quand tu étais... Ils font leur présentation. Shanta fait circuler un bloc-notes pour que les gens notent leurs coordonnées afin que nous puissions poursuivre cette conversation. Même lorsque tu retourneras en France, pour que nous puissions continuer à avancer ici à LA, ça va. Vous m'avez tous fait passer une superbe journée. Vous savez, je suis venu de France exprès. J'ai eu mon billet, je suis arrivé à l'hôtel. Vous voyez, vous me rendez tellement heureux, tous autant que vous êtes.